Bonjour chers étudiants, dans cette diaporama, je donne des explications concernant le cours interférence des ondes lumineuses. Comme vous le voyez ici sur ce schéma-là, vous avez l'exemple d'interférence d'ondes mécaniques. Donc vous avez ici deux sources de rides qui se forment sur l'eau, créées par ces deux pêcheurs. Vous voyez la zone entre les rides qui proviennent des deux sources. Dans cette zone-là, vous voyez qu'il y a formation des franges. Ça veut dire que la forme des fronts d'onde ici ne ressemble pas aux fronts d'onde sur les deux périphéries. Un exemple ici d'onde plane, c'est un exemple schématique. Supposons qu'on a deux ondes planes, l'onde 1 et l'onde 2. Vous voyez que les fronts d'onde ici sont plans, sont droits. Alors, la zone d'intersection entre ces deux ondes planes, vous voyez qu'il se forme ici des taches ou bien des franges. Un autre exemple, supposons qu'on a deux ondes sphériques qui sont très voisines. Alors, la zone où il y a interaction entre les fronts d'onde des deux sources, vous les voyez ici, ils sont formés par des taches ou bien des franges. Un dernier exemple ici, schématique, que vous voyez. Imaginons qu'on a deux sources qui sont voisines, deux sources de lumière ponctuelles. Alors, vous voyez ici la zone d'intersection des deux sources. Dans cette zone-là, vous voyez des taches. Dans les zones qui sont loin ici, par exemple, cette zone elle est atteinte par la lumière provenant de cette source-là. Donc cette zone-là ici, la lumière elle sera uniforme. Et pareil ici. Le phénomène des interférences peut aussi se manifester sous forme de coloration ou bien irisation. Vous voyez sur cet exemple-là, vous avez une couche d'huile étalée sur une nappe d'eau. Alors, vous voyez ici qu'il y a la formation des colorations. Vous avez un exemple ici sur un bulle de savon. Vous voyez, c'est des colorations. Bien sûr, la bulle de savon, il a une épaisseur très faible. Pareil ici, la couche d'huile, il a une épaisseur très faible. Et donc, le phénomène d'interférence, il est d'autant plus important lorsque on a affaire à des couches minces, transparentes. On peut aussi observer ce phénomène sur des ailes de certains papillons et des élytres de certains scarabées. Alors, ce phénomène-là, il est dû à la superposition des ondes lumineuses ou électromagnétiques provenant de ces couches-là. Nous nous intéressons ici aux interférences créées par deux ondes lumineuses. Regardons d'abord l'équation de Maxwell. Donc, on voit que ça constitue une équation différentielle linéaire, et donc il vérifie l'équation ou le principe de superposition. C'est-à-dire que si Ψ1 est une solution de cette équation, qui représente une onde, et Ψ2 est une solution de cette équation, qui représente une deuxième onde, alors la somme de ces deux solutions, ça reste une solution de l'équation de Maxwell. Donc, considérons un point P de l'espace, par exemple, le point il est là, et considérons deux sources, S1 et S2. Dans la suite, on va supposer qu'on travaille avec des ondes harmoniques progressives, planes, pour faire simple. Et donc, au point P, il y a l'effet des deux sources, S1 et S2. On suppose que le champ électrique créé par S1 et le champ électrique créé par S2 sont parallèles.
les deux sources S1 et S2, ils produisent deux ondes planes, donc deux directions K1 et K2. En notation complexe, je peux écrire par exemple le champ électrique associé à S1 comme suivant. E01, l'amplitude, l'exponentielle de J c'est le nombre complexe, I, K c'est le vecteur d'onde, scalaire R1 c'est la distance entre S1 et le point P, moins oméga T, oméga c'est la pulsation, plus Y1 c'est l'état initial ou la phase à l'état initial, la phase à l'origine. O2 ça s'écrit de la même manière, vous avez une amplitude et vous avez la distance entre S2 et le point P et vous avez bien sûr une autre phase à l'origine. Donc le champ résultant c'est la somme E1 plus E2. Alors on suppose ici que les deux sources ont la même fréquence, ça veut dire des sources synchrones. Calculons d'abord l'intensité. En notation complexe, l'intensité s'écrit comme E fois E étoile, c'est-à-dire le module de E au carré. Alors, si je remplace E par sa valeur ici, et j'effectue le produit de E fois E étoile ça veut dire E bar, conjugué. J'obtiens cette expression-là en utilisant bien sûr les propriétés des nombres complexes. Avec E1 fois E2 étoile, ça s'écrit sous cette manière-là. Ok? Regardons maintenant l'intensité moyenne. Donc, si j'effectue la moyenne de ce I-là, ça va être la moyenne de toute cette superposition. Ça va donner, donc, I moyenne, c'est E1 au carré en valeur moyenne, plus la valeur moyenne de E2 au carré, plus 2 fois la moyenne de la partie réelle de E1 fois E2 étoile. Alors, la valeur moyenne de E1 au carré, il n'est que l'intensité. C'est l'intensité de la source S1. E2, c'est l'intensité de la source S2. C'est la valeur moyenne de E2 au carré. La phase, vous voyez ici, dans la partie réelle de E1 fois E étoile, ça s'écrit sous la forme de l'amplitude E1, l'amplitude O2 et cosinus de la différence de phase. Donc la différence de phase, c'est la différence entre ça, la phase de l'onde 1 et la phase de l'onde 2. Je l'appelle phi. Donc finalement, l'intensité résultant de la superposition de ces deux sources, ça s'écrit comme I1, l'intensité de la source 1, et I2, l'intensité associée à la source S2, plus ce terme-là. Ce terme-là, c'est le terme d'interférence. Donc c'est ce terme-là qui fait que l'intensité I est différente de I1 plus I2. Donc l'intensité résultante des deux sources S1 et S2, c'est I1 plus I2 plus 2 racine carrée de I1 fois I2, la valeur moyenne de cosinus de phi. Alors, cette différence de phase phi, ça s'écrit sous cette manière-là. Vous voyez que je peux décomposer cette différence de phase en deux termes. Le terme qui contient R1, R2 et le terme qui contient les phases à l'origine. Alors, ce terme, K1, R1 moins K2, R2, c'est un terme qui dépend, bien sûr, des trajets entre S1P et S2P. La différence des phases à l'origine, ε1 et ε2, alors la phase à l'origine, il peut être variante en fonction du temps. Alors, si ψ1 dépend du temps et ψ2 dépend du temps et la différence est aléatoire, donc la valeur moyenne de cosinus de phi, puisqu'il va contenir du temps, il va donner 0. Et donc, ce terme-là devient nul. Et on aura I1 plus I2 égale à I. C'est-à-dire que, dans ce cas, on dit que les sources sont incohérentes. Alors, dans le cas où la différence des phases à l'origine, ε1 de t moins ε de t,
même s'il varie en fonction du temps, mais ça reste constant, ce terme reste constant, alors cette valeur moyenne de cosinus de phi va être différente de 0. On aura i égale à i1 plus i2 plus ce terme. Dans ce cas, on dit que S1 et S2 sont cohérentes. Donc, pour avoir les conditions d'interférence, on a ces deux choses-là. D'abord, les deux sources doivent être cohérentes, c'est-à-dire que la différence des phases à l'origine doit être constante dans le temps, et les deux sources doivent être synchrones, c'est-à-dire qu'ils ont la même fréquence. Une petite remarque, si je considère par exemple deux sources qui sont indépendantes, qui n'ont rien à voir, ça veut dire ils ne sont pas issus d'une même source primaire. Donc s'ils sont différentes, les relations de phase ou la phase à l'origine, la différence entre les phases à l'origine, ça sera une fonction aléatoire du temps. Et donc, la valeur moyenne, ça va donner 0. Et donc, l'intensité, ça va être la somme. Et donc, si je prends deux sources qui sont indépendantes, ils ne donneront jamais des interférences. Pour expliquer de façon simple les interférences à deux ondes, on utilise le dispositif de Young. Alors, ce dispositif est constitué d'une source de lumière et d'un écran, ici que vous voyez, percé. Cet écran il est percé de deux fentes ou deux trous, S1, S2. Les deux sources, ou les deux trous sont très très rapprochés. Ces deux sources-là, S1 et S2, peuvent être considérées comme des sources de lumière secondaire provenant de S. Donc si on est dans cette partie-là, on ne voit que S1 et S2. Alors, ces deux sources, S1 et S2, sont synchrones parce qu'ils sont issus de la même source, la source primaire. Et la distance entre S1 et S2, elle est tellement petite. Et on peut considérer que donc, les conditions de la cohérence sont réalisées. Et donc S1 et S2 sont deux sources cohérentes. Alors, vous voyez ici, sur cette zone-là, en marron, cette zone-là est caractérisée par le fait qu'il est semé de deux sources. Donc, si on met un écran ici, dans cette partie-là, en marron, vous aurez la superposition de S1 et S2. Dans la partie ici en bleu, vous avez uniquement l'intensité ou bien l'effet de S1. Ici en vert, vous avez l'intensité due à S2. Ça, c'est un schéma. Donc le schéma ici, c'est un schéma, c'est une coupe de ce qui se passe au niveau réel. Donc, d'après ce qu'on a vu pour la superposition de deux ondes cohérentes, nous avons l'intensité donc peut s'écrire sous cette manière. I1 plus I2 plus 2 racine carrée de I1 fois I2 fois cosinus de phi. Alors, maintenant, on va essayer de voir c'est quoi le phi ici. Alors, le phi, d'après sa définition, ça s'écrit sous cette manière. Phi, c'est K scalaire R2 moins R1. D'accord? On va supposer que la phase à l'origine de S1 à S2, ces phases-là sont nulles. Ok? Maintenant, ce phi-là peut s'écrire sous cette manière-là, car le K1 et K2, on va supposer qu'ils sont parallèles avec l'axe des Z parce qu'on va considérer un écran qui est loin des sources. Donc, dans le dispositif de Young, on considère un écran très éloigné des deux sources S1 et S2. Alors, regardons ce schéma-là. Vous voyez que ce R2 moins R1, c'est
cette distance-là. Donc ça, c'est R2, ça, c'est R1. La différence, hein, avec une approximation, je peux dire ça, c'est la projection de S1 ici, sur ce rayon-là. Et donc, ce S2H, c'est R2 moins R1. Imaginons que je repère la position du point P par cet angle θ. Là, S1, S2, sa distance, je l'appelle A. Ici, c'est le milieu de S1, S2. Donc, cet angle-là, c'est θ. On peut démontrer facilement que cet angle-là, que vous voyez ici entre S1, S2 et S1H, est égal à θ parce que c'est un angle qui est formé avec ces droites-là, cette droite-là, cette droite-là, et cette droite-là, et cette droite-là. Donc, ce sont des angles formés par des droites qui sont perpendiculaires. Donc, cet angle-là, c'est θ. Donc, sinus de ce θ, c'est ça, divisé par ça. Et donc, on peut conclure que le R2 moins R1 est égal à A sinus θ. L'angle θ étant petit, sinus de θ, on peut le confondre avec tangente θ. Ce tangente θ, je le vois ici, c'est x, grand X, divisé par grand D. Et donc, R2 moins R1, l'écart de distance, qui s'écrit sous la forme A sinus θ, peut donc se confondre avec cette expression A grand X sur D. Alors, ce R2 moins R1, c'est la différence de masse. Ça veut dire c'est l'écart entre la distance des deux sources au point considéré. Alors, dans l'air, l'indice est égal à 1 et donc la différence de distance, c'est la différence du chemin optique ou la différence de marche. La phase ou la différence de phase, je peux l'écrire sous la forme de pi sur lambda fois delta, donc il s'écrit sous cette forme-là. Et donc l'intensité I ayant cette forme-là, puisque phi il dépend de x, donc l'intensité dépendra de x. Ça veut dire l'intensité sur l'écran ici va dépendre de la position du point par rapport à cet axe-là. Cherchons maintenant les valeurs extrémales de l'intensité. L'intensité est maximale lorsque le cosinus de phi est égal à 1. Dans ce cas, on a phi égale à 2m pi, donc les valeurs prises par phi, et donc on peut écrire cette forme-là, phi égale à 2m pi, et ça est égal à 2 pi sur lambda fois delta, et donc on peut trouver les valeurs correspondantes à phi égale à 2m pi. Alors ces valeurs-là, c'est la différence de marche est égale à m lambda. Et donc, puisque la différence de marche est une fonction de x, ici, là, donc je peux trouver la position ou les positions de x qui correspondent à une intensité maximale. On trouve cette valeur m lambda t sur a. M, c'est un entier qui peut être positif ou négatif. Donc, l'intensité finalement, lorsque on a cosinus de phi égale à 1, peut aussi s'écrire sous cette forme-là. Ça, je peux l'écrire sous la forme racine carrée de I1 plus racine carrée de I2 au carré. Donc vous voyez que l'intensité ici, il est supérieur à I1 plus I2. Regardons maintenant le cas extrême, c'est-à-dire l'autre cas extrême, l'intensité minimale. Alors dans ce cas, j'ai la valeur de cosinus de phi égale à moins 1. Et donc vous voyez que le signe plus devient signe moins 1. Phi donc doit avoir cette forme-là. 2m plus 1 fois pi, avec m bien sûr appartenant à z. Et donc ça correspond à delta est égal à 1 plus 1 demi lambda. Ça veut dire que delta est un nombre demi-entier fois lambda. Le x correspondant s'écrit donc sous cette manière-là, le demi-entier fois lambda t sur a. Si on revient maintenant à l'intensité, cette forme-là peut s'écrire sous
cette forme-là. Ça veut dire que l'intensité I il est inférieur à I1 plus I2. Donc, finalement, l'intensité sur l'écran ici, si je prends cet axe-là, est une fonction de x. L'intensité n'est pas constante, n'est pas égale à I1 plus I2, mais au fait, l'intensité, il est fonction de x et on a des franges brillantes et des franges sombres qui sont données par ces deux équations. Donc, les positions des franges brillantes sont données par m lambda d sur a. Connaissant lambda d sur a, sa valeur, une valeur numérique, donc tout ce qui est m fois lambda d sur a, par exemple m égale à 0, je suis là, donc j'ai une frange brillante. M égale à lambda d sur a, m égale à lambda d sur a fois 2, etc. Et pour des franges qui sont sombres, je prends par exemple m égale à 0 ici, j'obtiens 1 demi, donc ça va être la moitié ici. Et m par exemple est égal à moins 1, ça va donner moins 1 demi, etc. Et donc j'obtiens une répartition de part et d'autre de l'origine O des franges essentiellement les plus visibles sont les franges brillantes et sombres. Dans le cas des dispositifs des fentes de Young, nous avons les intensités I1 et I2 des deux sources, S1 et S2, sources secondaires, elles sont égales. Donc, on pose I1 égale à I2 égale à I0, et l'intensité résultante maintenant peut s'écrire sous cette manière, de I0, 1 facteur de 1 plus cosinus de phi, ou encore il peut s'écrire aussi sous la forme d'un 4I0 cosinus au carré de phi sur 2. Alors, l'intensité maximale s'obtient lorsque cosinus de phi égale à 1. Et donc, Imax égale à 4I0. Et dans ce cas, on obtient des franges brillantes. L'intensité minimale s'obtient pour cosinus de phi égale à moins 1, donc I égale à 0, donc l'intensité nulle, et donc sont des franges sombres. Et donc, la répartition des franges, si les deux fentes des dispositifs de Young sont horizontales, on obtient bien sûr des franges qui sont horizontales. Si les fentes, les deux fentes qui sont rectangulaires, ils sont disposés de façon verticale, on obtient bien sûr une figure d'interférence verticale. L'intensité résultante des interférences peut s'exprimer en fonction de différents paramètres. Et on peut l'écrire sous 4 formes. Alors d'abord, je peux l'exprimer en fonction de phi, comme ça. Je peux aussi l'exprimer en fonction de delta, puisque phi égale à 2p lambda sur delta. Je peux l'exprimer en fonction de p, voilà, et p c'est delta sur lambda. P c'est un nombre qui n'a pas d'unité, au fait, qui s'appelle ordre d'interférence. Alors, l'ordre d'interférence, c'est quoi? Au fait, c'est la différence de marche, donc la différence entre la distance S2P et S1P divisé par lambda. Ça veut dire il y a combien de lambda dans cet écart de distance. Je peux aussi exprimer l'intensité, bien sûr, en fonction de x directement. Et donc, finalement, les positions des franges brillantes peuvent s'exprimer comme ça, en termes de phase, phi égale à 2mp, ou bien en termes de différence de marche, m lambda, ça veut dire c'est un multiple entier de lambda, ou bien en termes d'ordre d'interférence, c'est un entier, et ça nous donne la position des franges brillantes, comme ça, m lambda t sur a. Pour les franges sombres, pareil, ils correspondent à phi égale à 2m plus 1 pi. La différence de marche, c'est un demi-entier fois lambda. L'ordre d'interférence, c'est demi-entier. Et les franges sombres sont données par cette équation. Maintenant, l'interfrange. Puisque la répartition des franges d'interférence, la répartition est régulière, donc vous voyez que la distance entre les franges, entre deux franges brillantes, est constante. Et c'est la même chose pour les franges sombres. Donc pour trouver
le pas, disons la distance entre deux franges brillantes consécutives ou bien deux franges sombres consécutives, on peut utiliser la forme ici littérale, la différence entre les abscisses de deux franges qui sont consécutives. Donc I, c'est x, par exemple, de la frange brillante m plus 1, moins x de la frange brillante m. En utilisant l'expression de x en fonction de m, j'obtiens finalement I égale à lambda d sur A. Donc l'interfrange est égal à lambda d sur A. Donc je représente ici un schéma simplifié du dispositif du fond de Young. Donc vous avez la source, vous avez les deux trous, S1 et S2, et vous avez l'écran ici. Donc les franges seront disposées sur cet écran-là. Donc elles seront perpendiculaires à cet écran-là. Ce sont des droites, donc perpendiculairement, placées perpendiculairement à l'écran. Leurs équations, on les a déjà obtenues. Maintenant, une notion aussi importante qu'on retrouve dans des exercices, c'est la frange centrale. Alors, la définition de la frange centrale qu'on va utiliser, c'est la suivante. La frange centrale, elle correspond à une différence de marche qui est égale à 0. Alors, différence de marche est égale à 0, ça veut dire que le chemin optique entre S, S1, P, S, S2, P, ces deux chemins optiques sont les mêmes. Ça veut dire que la différence de marche est égale à 0. Donc, si on pose l'équation littérale delta égale à 0, on cherche le x, on va trouver que x il correspond à 0. Et donc, la frange centrale ici, elle est située au centre. Que devient maintenant la frange centrale si on déplace par exemple cette source primaire? Alors, imaginons qu'on fait un petit déplacement à S. Ce déplacement, on le suppose dans le sens vertical, ascendant. Le petit déplacement est supposé très négligeable ou très inférieur à la distance entre le plan de S et le plan de S1, S2. Alors dans ce cas, on doit reprendre le calcul de la différence de marche pour calculer la différence de phase. Donc les étapes suivantes, nous avons phi égale à 2pi sur lambda delta. Delta, c'est la différence de marche qu'on peut l'écrire sous la forme de R2 moins R1, avec R2, c'est le chemin optique ou bien la distance, puisque ici on travaille avec un indice égal à 1. Donc la distance S, S2 plus S2P moins S, S1 plus S1P. Cette différence peut s'écrire sous cette forme-là. Donc la première différence, disons S, S2 moins S, S1, S, S2 moins S1, donc cette différence c'est ça. C'est ce segment-là. Ce segment-là, on l'a déjà calculé, si vous voulez, dans les slides précédents. Et donc, cette distance-là, je peux l'exprimer en fonction de H et de D. Et ça s'écrit sous la forme H fois A, H fois A, cette distance-là, fois D. La distance maintenant, ou bien la différence de distance, ou la différence du chemin optique entre S2P et S1P, on l'a déjà calculé, ça correspond à cette projection-là, et on l'a déjà calculé, c'est AX sur D. Donc finalement, la différence du chemin optique, ça s'écrit AX sur D plus HA sur petit d. Donc ça c'est petit d, grand D c'est la distance entre le plan qui contient les deux sources et l'écran. Donc maintenant, la frange centrale est obtenue en posant delta égale à 0. Donc delta égale à 0 correspond à x égale à moins ht sur 1. Donc c'est un x négatif. Donc ça veut dire que la frange centrale, ça veut dire la frange où la différence de marche est égale à 0, ça correspond à ici. Il est situé maintenant, il est situé en bas, si vous voulez, dans les abscisses x négatives. Et donc,
la figure d'interférence, puisque toute la figure d'interférence se déplace de la même façon. Donc le déplacement de la figure d'interférence, il est équivalent au déplacement de la frange centrale. Donc si on calcule le déplacement de la frange centrale, c'est bon, donc tout le système d'interférence se déplace de la même quantité. Ok. Maintenant, si on considère un déplacement dans le sens contraire, par exemple un déplacement vers le bas, la frange centrale, on fait un calcul similaire, on va arriver à au résultat que la frange centrale se trouve maintenant en haut. Donc finalement, comme conclusion, le système de frange se déplace du côté opposé au déplacement. Si je déplace en haut, le système de frange se déplace en bas. Alors, cet exercice, il est traité dans le TD, dans la série 2. Il y a cette partie-là et une autre partie où on met une lame mince de verre devant, par exemple, ligne du source S1, S2. Bon, ici, je présente quelques dispositifs d'interférence à source secondaire qui sont équivalents aux dispositifs de Young. Alors, je commence par le miroir de Lloyd. Ce dispositif est constitué d'un miroir blanc perpendiculaire à l'écran et nous avons une source ponctuelle ou étendue ou une fente et nous posons un écran ici. Alors, un point P ici sur l'écran, il va recevoir des rayonnements qui proviennent directement de la source S, mais aussi des rayons qui proviennent de S par réflexion, c'est-à-dire un rayon qui part de S va se réfléchir et puis va passer au point P. Et donc, la zone ici sera soumise à deux types de rayonnement. Le rayonnement direct de S et le rayonnement qui provient de la réflexion des rayons de S par le miroir. Alors, les rayons qui proviennent par réflexion peuvent être regardés comme s'ils proviennent d'une source S', comme on le fait dans l'optique géométrique. Donc, tout rayon qui provient de S et se réfléchit, on aura l'impression de le voir venir de S'. Et donc, le système entier, il est équivalent à la source S et une source S' qu'on imagine et qui va donner des rayonnements. Et donc, le système, ici, il est équivalent aux deux sources de Young, S et S', avec S' et l'image de S par réflexion sur le miroir. La distance entre les deux sources, bien sûr, elle est petite parce que cette distance H, elle est très petite. C'est parmi les conditions de réalisation de cette expérience. Et donc, SS' égale à 2H. On pose par exemple SS' égale à A. Alors maintenant, calculons la différence de marche ou la différence de phase. La différence de phase maintenant, au fait, elle est composée de deux termes. Il y a un terme géométrique et un terme optique. Pourquoi? Parce que le champ associé au rayon réfléchi ici, il subit une inversion. Et donc, si on considère par exemple le champ qui provient de S et E, alors le champ ici, après réflexion, au fait, le E', il s'inverse. Il y a un signe moins ici, parce qu'il va changer de sens, parce qu'il va se retourner sur lui-même, parce qu'il y a une réflexion. Et donc, je peux introduire ce signe moins dans l'argument de cosinus. Je peux ajouter pi. Et donc, vous voyez que la phase du champ associé à l'onde après réflexion, elle a subi l'addition du terme pi. Et donc, la différence de phase entre le champ électrique E et le champ électrique E', c'est la différence de phase qu'on connaît, qu'on a déjà étudié, c'est la différence de phase géométrique, plus pi. Donc ce pi, il provient d'ici. Et donc,
La différence de marche, c'est lambda sur 2p fois phi, et donc la différence, disons, de marche peut aussi s'écrire sous la forme différence de marche géométrique, déjà calculée dans le cas des fonds de Young, plus une différence de marche optique. Cette différence de marche optique, c'est l'équivalent de pi ici en termes de phase. Ça veut dire, je multiplie lambda sur 2pi fois pi, et je vais avoir lambda sur 2. La différence de marche géométrique, c'est ax sur t, c'est ce qu'on a trouvé dans les fonds de Young, pour les fonds de Young, pardon. Et donc, finalement, la différence de marche, ça s'écrit de cette manière-là, et à partir de cette différence de marche, cette différence de phase, on peut trouver les positions des franges sombres et des franges brillantes. Alors cet exemple-là, il est traité normalement dans la série des TD. Maintenant, regardons la zone où on peut avoir le phénomène d'interférence. Alors, les rayons qui proviennent de S et qui se réfléchissent sur le miroir, d'accord, leur zone, elle est limitée. Donc, les rayons qui proviennent par réflexion, ils sont situés entre l'extrémité ici A du miroir et l'extrémité B. Et donc, les interférences, on ne peut les avoir que ici, dans cette zone-là. D'accord? C'est la zone où il y a les rayons qui proviennent de S', puisque S, ici, il élimine tout l'espace. Si on pose un écran ici, vous voyez que la partie qui est atteinte par les rayons réfléchis, c'est cette partie-là. C'est là où on aura des interférences. Ici, par exemple, dehors, et là, en bas, on n'aura pas d'interférence. Et donc, cette zone-là, on peut la calculer selon la distance entre le miroir et l'écran, et on peut même calculer le nombre de franges brillantes et le nombre de franges sombres dans cette zone. Donc cette question, elle est traitée dans cet même exercice. Le dispositif des miroirs de Fresnel est composé de deux miroirs plans. Vous avez la trace du premier miroir ici et le deuxième miroir là. Ils font un angle alpha très petit. Alors, si on met devant ce dispositif-là une source S lumineuse, on aura de la lumière qui va se réfléchir sur le miroir M1 et d'autres rayons qui vont se réfléchir sur le miroir M2. Ces ensembles de rayons réfléchis vont se rencontrer ici, si on met un écran. Et donc, on aura des interférences entre les rayons qui sont réfléchis par M1 et ceux qui sont réfléchis par M2. Alors, le schéma simple consiste à prendre l'image de S1. S1, c'est l'image de S par le miroir 1, et S2, c'est l'image de S par le miroir M2. Et donc, tout le phénomène se passe comme s'il y a uniquement ces deux sources S1 et S2 qui sont situées dans ces positions-là et qui vont interférer ici dans un écran. Donc, le système ici est équivalent au dispositif de Young avec les sources secondaires, c'est S1, S2. Bien sûr, ici, on ne compte pas la lumière qui provient directement de S. Donc, pour maintenant calculer la différence de marche, on est amené à calculer la distance S1, S2. Alors, la distance S1, S2, ça se calcule de la manière suivante. Vous avez cet angle-là, c'est alpha, ok. La distance entre S, si vous voulez, et l'arête, c'est grand R. Donc, on peut utiliser les propriétés de l'optique géométrique, puisque ici, ce S-là,
va tourner de 2 alpha, bien sûr, parce que l'angle entre M1 et M2, c'est alpha. Donc, S1, c'est l'image de S par le premier miroir. M2, c'est l'équivalent de la rotation de M1 d'un angle alpha. Et donc, l'image S1 va tourner de 2 alpha. Et donc, cet angle-là, c'est 2 alpha, l'angle entre S1, S2 et l'arête. Alors, je peux utiliser cette propriété-là, tangente de 2 alpha est égale à S1, S2 divisé par R. Le alpha il est petit, donc 2 alpha est petit, donc tangente de 2 alpha égale à 2 alpha, à peu près. Et donc, on a S1, S2, cette distance-là, entre les deux sources, maintenant secondaires, c'est 2 alpha R. Et donc, le champ d'interférence, c'est dans cette partie-là, on met l'écran. Et donc, puisqu'on a S1, S2, ça y est, on peut calculer donc les positions des franges, brillantes, sombres, etc. Donc, le problème se ramène au dispositif des deux fonds de Young. Pour le biprisme de Fresnel, il est constitué par 2 prismes qui sont identiques avec l'angle au sommet alpha. Cet angle-là, il est très très petit. Et donc, d'après les propriétés des prismes en optique géométrique, nous avons la déviation, lorsque l'angle alpha est petit, la déviation elle est constante. La déviation d'un rayon lumineux quelconque qui traverse le prisme, il aura une déviation indépendante de l'incidence. Et donc, dès la déviation d'un rayon quelconque, c'est n-1 fois alpha. Donc, si je prends une source principale ou primaire ici, alors tout rayon qui part, par exemple, ici et va vers le prisme, il va être incliné vers le bas avec cette déviation. Ok? Donc, si je considère, pour simplifier, ce rayon-là, qui est horizontal, il va être dévié vers le bas avec la déviation D. Finalement, tous les rayons qui proviennent, qui partent de S et qui vont, si vous voulez, taper dans le prisme, ils vont être inclinés un peu en bas avec un angle égal à la déviation. Et donc, c'est tous les rayons qui proviennent de S, c'est comme s'ils viennent de S1. Même chose, le même phénomène se produit pour S2. Mais ici, on inverse la situation, puisque tout rayon qui part de S et tape ici, il va aller toujours vers la base. Et on a toujours la même déviation. Et donc, finalement, nous aurons ici, en cet espace-là, c'est comme s'il y a 2 sources, S1 et S2. Cette source n'existe plus. Donc, on a 2 sources secondaires cohérentes. Donc, le système il est équivalent au dispositif de fond de Young. Alors, le plus important ici, c'est le calcul de la distance A entre S1 et S2. Alors, le calcul ici, il est simple, puisque je constate que la déviation, c'est là. Donc, ici, c'est 2 fois D. La déviation, elle est faible, puisque la déviation en relation avec alpha, elle est petit, N-1 n'est pas grand, et donc, tangente de D, elle est équivalente à D. Alors, calculons tangente de D. Nous voyons ici que tangente de D, par exemple ici, là, ça c'est D, égale à cette distance-là, qui est égale à A sur 2, divisé par la distance petit d. Et donc, je peux dire que la distance S1, S2 est égale finalement à 2 petit d, N-1 fois alpha. Le champ d'interférence, c'est toute la zone là, et il est limité bien sûr par, si vous voulez, les droites S2A à l'écran et S1A à l'écran. Le bilan de billet, en fait, c'est 2 morceaux d'une même lentille. Par exemple, cette lentille-là, sur cette image, vous avez une source et vous avez son image S'. Alors, on sait que la relation entre cette distance-là, D' et D, est donnée par la relation de conjugaison. Alors, si maintenant on sépare cette
lentille en deux morceaux, comme ici par exemple, au lieu d'avoir une seule image S', on obtient deux images. La première image S1, elle est formée de la moitié, la première moitié, et S2, il est formé avec la deuxième moitié de la lentille. La distance entre ces deux morceaux, c'est E. Donc, on peut dire ici que les rayons qui proviennent de S se partagent en deux types de rayons. C'est les rayons qui proviennent de S et les rayons qui proviennent de S1 pardon, et les rayons qui proviennent de S2. Ces rayons-là, ils interfèrent ici. Alors, donc, ce dispositif, il est équivalent au dispositif de Young. Alors, il faut déterminer bien sûr la distance S1, S2. Alors, S1, S2, je peux la déterminer en remarquant ici que, par exemple, les triangles semblables qui sont formés par ce point-là, là, S1, S2, ici. Donc, je peux dire ici que dans le triangle S1, S2, S, on peut utiliser cette propriété. On a A sur E est égal à cette distance-là, D plus D' divisé par la distance D. La distance D, pardon, on l'obtient par cette équation puisqu'on connaît la distance D. Et donc, finalement, on peut écrire A sous cette forme. Donc, une fois on a A, on peut donc travailler comme dans le cas des deux fentes de Young. Dans le dispositif de Young, on a supposé que la lumière était monochromatique. Si, par exemple, on a affaire à une lumière rouge, on aura bien sûr un ensemble de franges brillantes et sombres de couleur rouge. Considérons maintenant le cas où la source n'est pas monochromatique. Par exemple, si on suppose que la source est une lumière blanche. Alors dans ce cas, puisqu'on sait que la lumière blanche est un ensemble de radiation qui s'étale dans le visible, donc chaque longueur lambda va donner une figure d'interférence avec sa couleur propre à elle. Par exemple, le bleu va donner le bleu, le rouge va donner le rouge. Alors, puisqu'on a une superposition de toutes les figures, il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas de cohérence entre les différentes longueurs d'onde. Donc, les différentes figures d'interférence vont s'étaler sur l'écran. Et puisque l'interfrange n'est pas la même, puisque l'interfrange dans le cas des fonds de Young est égal à lambda d sur A, donc ça dépend de lambda. Donc, si je considère les radiations rouges, par exemple, ils auront une interfrange plus importante que les radiations bleues. Et donc, si je regarde le milieu, par exemple, dans le cas des dispositifs de Young, le milieu, vraiment à la frange centrale, chaque longueur d'onde va donner une frange brillante. Donc le bleu va donner le bleu, le rouge va donner le rouge, etc. Donc on aura une sommation de toutes ces couleurs-là et on aura une lumière blanche au centre. Juste après ce centre-là, on aura des colorations, une irisation. Ça veut dire on va d'abord voir la couleur bleue, la première frange brillante de la couleur bleue, puis la couleur verte, puis la couleur rouge, etc. Et donc ici, on obtient une coloration, une irisation que vous voyez ici, là, à ce niveau-là. Là, vous avez la frange centrale, elle est blanche. Là, vous avez des irisations. Et après, on aura peut-être du blanc d'ordre supérieur. Ça veut dire on aura une couleur qui est blanche, mais pas parfaitement blanche, où il manque des radiations. Cette question sera traitée dans l'exercice 2 de la série numéro 2.